Bien qu'aucune de leurs thérapies n'ait jamais guéri quoi que ce soit avec des médicaments, les psychiatres ont continué leur quête de la panacée magique. Et en 1954, leur rêve se concrétisa, selon eux, avec l'introduction sur le marché de leur premier médicament miracle, comme ils l'appelèrent, la chlorpromazine, mieux connue sous le nom de thorazine. On avait découvert que la thorazine, qui avait été à l'origine conçue et testée comme teinture synthétique, puis comme agent antiparasitaire chez les cochons, interrompait le contrôle moteur humain. L'un des premiers articles à promouvoir son utilisation psychiatrique mentionnait « L'objectif consiste à créer un état de retard moteur, d'indifférence émotionnelle et de somnolence. » Thorazine was considered the chemical lobotomy. Instead of cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. La thorazine, dont le but était d'immobiliser les patients qui présentaient un comportement non désirable, fut une telle réussite financière que le laboratoire SmithKline & French organisa une importante campagne promotionnelle et paya notamment des psychiatres de renom pour tenir des conférences, organiser des campagnes médiatiques et même produire des émissions télévisées qui seraient un prélude à la campagne de marketing massive que l'on connaît actuellement sur les psychotropes. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campagne remporta un succès retentissant. Le chiffre d'affaires de SmithKline & French augmenta de 500% dans les 20 ans qui suivirent. La thorazine représentait un tiers des revenus de la firme en 1970. Quelques 250 millions de personnes dans le monde finirent par prendre de la thorazine ou une substance du même ordre, ce qui représente 23% de plus que la population des États-Unis dans son intégralité. Les vannes avaient été ouvertes. SKF et les psychiatres qui travaillaient pour son compte avaient prouvé qu'avec du marketing, une drogue psychiatrique pouvait s'avérer extrêmement lucrative. Mais bientôt, on découvrit que la thorazine présentait elle aussi des problèmes. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, you know, the muscle jerking, you know, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Comme la thorazine entravait le bon fonctionnement du mental, son utilisation fut limitée aux institutions psychiatriques. Mais vu l'enjeu financier, la course avait commencé. Il fallait découvrir un psychotrope dont l'utilisation ne serait pas réservée aux hôpitaux et qui pourrait être lancé sur un marché plus large et bien plus lucratif, le grand public. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. En 1955, ce psychotrope a été approuvé. Baptisé Miltown, il était le premier des soi-disant tranquillisants mineurs. Mais pour vendre cette nouvelle catégorie de psychotropes au grand public, les psychiatres et les laboratoires devaient repositionner les psychotropes en disant qu'ils s'attaquaient au processus pathologique, au lieu de n'être que des agents sédatifs ou restrictifs, agissant sur le comportement indésirable du patient, comme l'avait fait la thorazine. Pour accomplir cela, ils lancèrent une vaste campagne de marketing qui ciblait leurs collègues. Des affiches publicitaires étaient insérées dans des revues professionnelles, telles que le Journal de psychiatrie américain. Des psychiatres de renom étaient alors embauchés pour promouvoir ces psychotropes dans le reste du milieu médical. Peu de personnes savaient que Nathan Kline, l'un des plus influents psychiatres de son époque, avait été payé par l'industrie pharmaceutique quand il proclama que des tranquillisants tels que Miltown étaient aussi importants que l'introduction de l'énergie atomique, sinon plus. Des échantillons gratuits du psychotrope furent alors envoyés aux psychiatres et aux médecins pour qu'ils les prescrivent à leurs patients. Un an plus tard, le programme de marketing pour le grand public fut lancé.
En très peu de temps, Milltown devint le premier best-seller des psychotropes. La distribution n'était pas réservée aux internés des hôpitaux psychiatriques, mais ciblait le public en général. La publicité de Milltown ciblait les femmes enceintes, les mères au foyer et les employés de bureau. Ces derniers l'appelèrent l'excédrine des cadres. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry. And they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor. And soon, you know, it became a fashion to take some of these medications. Dans les années 60, rien qu'aux États-Unis, 36 millions de comprimés Milltown avaient été distribués, soit un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars, un montant qui, à cette époque, était sans précédent pour un psychotrope. Le succès remporté par Milltown suscita la création de nombreux autres psychotropes pour le grand public dans les années 50 et 60. Prenons par exemple le Valium. Son lancement sur le marché fut accueilli avec grand enthousiasme par les psychiatres et la presse. Il fut tellement prescrit aux femmes au foyer qu'il fut même surnommé « le petit remontant des mamans ». Mais perdu au beau milieu de cette excitation générale, il existait des preuves solides et bien documentées, selon lesquelles les tranquillisants s'accompagnaient d'effets secondaires graves et lourds de conséquences. Par exemple, en 1962, la commission consultative présidentielle sur les narcotiques et la toxicomanie annonça que Milltown créait une plus grande dépendance et était bien plus dangereux que la cocaïne ou la méthamphétamine. Il cessa ainsi rapidement d'être utilisé. Mais le milieu psychiatrique ignora ces avertissements. La boîte de Pandore avait été ouverte, et grâce à leurs nouveaux comprimés, ils n'étaient plus réduits au rang de soigneurs auprès de malades mentaux, mais étaient devenus de vrais docteurs qui administraient des médicaments aux patients. Et leur logique arriérée était que si ces psychotropes mettaient réellement un terme aux symptômes mentaux, ne traitaient-ils pas alors une sorte de maladie physique dans le cerveau? Ce raisonnement permit à la psychiatrie d'entreprendre rapidement de profonds changements. Les psychiatres n'étaient plus des soigneurs, mais des docteurs. Les problèmes mentaux n'étaient plus psychologiques, mais les symptômes d'une maladie. Et pour les traiter, le psychiatre devait prescrire des ordonnances. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. Les affaires marchaient si bien qu'un groupe de psychiatres éminents se réunit à Porto Rico en 1967 pour orchestrer le plan de développement de la consommation des psychotropes pour l'an 2000. Le discours du psychiatre Wayne O. Evans, organisateur de ce meeting, fut le suivant. Psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. Au début des années 80, le Valium est devenu le psychotrope le plus prescrit dans le monde occidental. Rien qu'en 1978, près de 2,3 milliards de comprimés sont vendus, soit une quantité suffisante pour traiter la moitié de la population mondiale. Cette affaire de prescription de psychotropes avait tellement dégénéré que lors d'une audience sur la consommation et l'abus de benzodiazépines en 1979, un sénateur américain a déclaré The whole pitch appears to be to sell, market, and sell and market.